Eh bien, on se retrouve maintenant pour les Quick Vision. Alors pour moi, c'est un exercice de ma place, c'est un exercice que je trouve extrêmement amusant, extrêmement intéressant, puisque c'est l'occasion de prendre du recul sur notre industrie, l'occasion de récupérer des informations sur nos stratégies futures ou pour élaborer nos stratégies futures. De la place des intervenants, c'est un exercice qui est assez difficile, puisque on n'a que 5 minutes, c'est très timé, donc il y a cette contrainte des délais. Et il y a une deuxième contrainte qu'on impose à l'ensemble des intervenants, c'est de s'assurer qu'on va parler pour l'industrie et qu'on ne parle pas ni de sa marque, ni de ses produits qui sont propres, mais qu'on essaye de partager sa vision ou en tout cas ses travaux de recherche pour l'industrie. Donc c'est un exercice qui est toujours compliqué, même si c'est une belle façon de s'interroger sur et de renforcer nos connaissances marché. Je vais faire une introduction très courte, ce qui nous laissera plus de temps pour la suite, mais vous allez voir, on va parler de sujets qui sont très différents, on va aborder des enjeux à la fois financiers, qui soient liés à l'inflation, qui soient liés à la transparence, aux tarifs dynamiques, etc., mais aussi des enjeux de reporting, des enjeux de RSE. Et donc maintenant que j'ai rappelé les règles discrètement à nos intervenants, on va pouvoir commencer directement avec Clarisse Souniac d'Amex GVT, et qui nous parlera plutôt d'inflation. Merci Julien. Ça fonctionne super. Merci Julien, bonjour à tous. Eh bien donc je suis ravie d'ouvrir le bal donc, de cette Quick Vision Travel. Et je vais donc adresser le sujet, donc, un sujet qui nous est cher, qui est celui donc, de l'inflation. Il est clair que de savoir comment accompagne une TMC donc, pour lutter contre l'inflation peut être intéressant. Donc c'est ce que je vais développer. Alors, cette inflation, elle oscille entre 5 et 8% approximativement aujourd'hui et peut atteindre jusqu'à 2 chiffres dans certaines régions du monde. Donc il est clair, ça peut être un peu inquiétant pour maîtriser son budget. Donc, je vais adresser ce sujet-là d'accompagnement de la TMC sous 2 angles. Le supply management, donc la gestion de l'offre des achats, et le demand management, donc la gestion de la demande, du comportement et l'optimisation du process. Donc, il y a 4 sujets sur la partie demand management, sur la partie supply management, pardon. Le premier concerne le contenu. Alors, Lou Xavier en parlait tout à l'heure. Le contenu, effectivement, ça devient un facteur absolument clé et c'est un levier pour pouvoir justement lutter contre cette inflation puisqu'il permet de mettre en place de la compétitivité en élargissant l'offre. Vous faites un mini RFP à chaque fois finalement que vous réservez dans les outils. Donc c'est un moyen. Alors évidemment, je pense à l'offre hôtelière qui continuellement s'enrichit. Évidemment, la NDC aussi, on en parlait tout à l'heure, avec le fameux pricing continuous, qui va augmenter donc l'offre tarifaire. Donc c'est un vrai levier. Et puis il y a le rail, la concurrence qui arrive et sur lequel nous travaillons aussi. Deuxième levier, eh bien, la massification des volumes. Les volumes, c'est un programme hôtel, un programme sourcing, ou aérien bien sûr. C'est un moyen de s'assurer un tarif fixe, donc toute l'année, et donc de faire des économies. On a les datas, on les consolide, on benchmark ces datas avec vos pairs, on vous aide à négocier parfois ou pas, et puis on associe aussi des contrats que nous faisons avec nos partenaires pour pouvoir justement vous faire bénéficier aussi de tarifs privilégiés versus les tarifs publics. Troisième sujet, eh bien, de contracter en fait avec les outils de reshopping. Pourquoi ? Parce que quand vous réservez un Paris-New York un mois avant, si vous n'avez pas contracté avec des outils de reshopping que fournit la TMC, bien quelque part vous vous enlevez la possibilité d'obtenir le meilleur tarif entre la date de réservation et la date de voyage. Donc c'est important, c'est grosso modo entre 10 à 15% d'économie. Donc profitez-en, la technologie permet des économies. Enfin le moyen de paiement. Le moyen de paiement, quand vous le prenez en centralisant entreprise, vous obtenez toujours une meilleure adhésion à votre programme, donc à votre politique voyage, donc vous évitez le leakage et potentiellement des dépenses au-delà donc de la stratégie de l'entreprise.
Qui souhaite avancer aujourd'hui de sa poche son déplacement professionnel? Personne. Donc c'est un vrai levier d'économie. J'adressais ensuite le sujet du demand management avec un premier levier qui est bien sûr et qui reste encore absolument valable, qui est l'OBT. Donc l'outil de réservation en ligne permet toujours et encore la culpabilité visuelle, la responsabilisation donc, du voyageur lorsqu'il réserve et engendre entre 10 à 15% aussi d'économie. Donc on a fait de gros efforts pré-Covid, post-Covid. On a à peu près 10 points de plus sur l'utilisation de l'OBT, ce qui est bien, c'est même énorme, mais on peut encore aller plus loin. Donc responsabilisons le voyageur à travers les OBT. Ensuite, cela peut être encore plus efficace si on y associe un flux d'approbation sur cet outil de réservation en ligne avec des motifs de voyage. Les motifs de voyage, c'est le moyen de savoir vraiment si son voyage est utile ou pas, s'il peut se faire en virtuel ou en présentiel. Et ce sont des datas, des données que, je dirais, vous pourrez utiliser pour vraiment savoir si l'investissement est valable. Donc c'est très, très utile. Enfin, l'anticipation, toujours un facteur clé en termes de levier d'économie, donc pour lutter contre l'inflation. Anticiper, la capacité, l'offre n'est toujours pas à 100%. Donc anticiper, c'est se laisser l'opportunité d'avoir plus de choix, donc de meilleurs tarifs. Et si vous y ajoutez, qui plus est, les outils de reshopping, bien vous connaissez la réponse, c'est encore 10-15% d'économie supplémentaire. Donc n'hésitez pas, anticipez. Et puis, dernier levier, l'éducation des voyageurs. Alors, pourquoi prendre un tarif flex? Pourquoi prendre un tarif contraint quand j'ai un meeting client ou bien un meeting en formation? Ça peut être aussi un point. Alors donc, si vous souhaitez dormir sur vos deux oreilles, comme dans un hôtel, ou changer de cap via dans une cabine de pilotage d'avion, bien écoutez, la TMC est là pour vous accompagner avec des données pertinentes, des outils efficaces, et vous êtes donc à lutter contre l'inflation. Merci à tous et très bon salon. Merci Clarisse. Effectivement, le timing des 5 minutes est un exercice qui n'est pas évident, mais je te remercie de l'avoir respecté. On reste sur des enjeux financiers et Audrey Elio, qui travaille du coup pour Adagio, va pouvoir nous parler du pricing dynamique. Merci Julien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On est là en effet pour parler de tarifs dynamiques et je suis là pour vous montrer que le tarif dynamique, c'est pas toujours plus cher, mais que ça offre plus de choix et plus de disponibilité. Alors avant tout, on va commencer un peu par la base. Un tarif dynamique, qu'est-ce que c'est? Un tarif dynamique, c'est un tarif qui varie selon l'offre et la demande. Dans le cadre de l'hôtellerie, par exemple, plus un hôtel est rempli, plus les tarifs vont être élevés. L'inverse est vrai aussi, je vous rassure. Alors, la tarification dynamique, elle s'applique aujourd'hui dans pas mal de secteurs d'activité. Évidemment, le monde des transports, je pense qu'il y a quelques représentants dans la salle qui pourront en Audrey, mais est-ce que tu peux mettre ton micro peut-être un peu plus proche? Ouais. C'est mieux comme ça. Je reprends. Donc, la tarification dynamique, on la retrouve aujourd'hui évidemment dans le secteur des transports, donc le train, l'avion, les locations de voitures. On la retrouve aussi dans le monde des spectacles, dans le secteur de l'énergie, ou encore dans le retail. Amazon, par exemple, fait varier ses prix plusieurs fois par jour. Alors, j'ai ouï dire que certains d'entre vous avaient des appréhensions sur ce sujet. Pourquoi? Évidemment, le manque de visibilité sur les déplacements à venir et le changement du paysage de l'hébergement rendent ces catégories complexes à optimiser. À cela, il faut bien entendu ajouter le besoin de la maîtrise des coûts. Clarisse a parlé de l'inflation tout à l'heure. Et ce besoin de maîtrise des coûts, il fait plutôt pencher la balance en faveur du tarif statique. Mais si les courbes montent, elles descendent aussi pour s'adapter au marché et à la demande. Pour autant, on a plutôt tendance à faire rimer tarif dynamique avec augmentation de prix. Je suis là aujourd'hui pour vous raconter une autre histoire qui devrait vous rassurer. Alors là, je vais plutôt m'adresser aux acheteurs, mais les acheteurs, évidemment, vous devez optimiser à la fois les tarifs et les disponibilités, et on sait que ça représente un réel challenge. Je vais vous parler d'un de nos clients avec qui on a discuté et renégocié les contrats donc, lors des RFP l'année dernière. Ce client travaillait avec des tarifs statiques et bien sûr, il souhaitait conserver ces tarifs statiques.
Le souci est qu'il avait des difficultés à projeter le déplacement de ses collaborateurs pour l'année à venir, et donc c'est compliqué quand on ne peut pas trop s'engager en termes de volume, de conserver du tarif statique. Qu'est-ce que l'on a fait? On a bien sûr analysé sa demande et on lui a proposé une offre optimale en termes de tarifs, bien sûr, mais aussi de choix et de disponibilité. Alors, on lui a proposé 3 types de tarifs. On lui a proposé un tarif statique, donc qui correspondait à sa demande, sur les établissements sur lesquels on pouvait s'engager en termes de volume. Donc quand le volume était suffisant, on a pu conserver ce tarif statique. Deuxième tarif, un tarif dynamique, on y arrive. Donc le tarif dynamique pour les établissements sur lesquels le volume était soit insuffisant, soit peu prévisible. Et en troisième, une troisième offre, un chain discount, donc une remise globale versus tarif public, pour offrir aux collaborateurs un choix plus large sur les disponibilités. Si je transforme tout ça en termes de chiffres, pour être un peu concret, on était auparavant sur un tarif statique moyen de 90 € par nuit. La baisse du volume nous aurait fait passer sur un tarif public qui était en moyenne de 130 € par nuit. On arrive avec le tarif dynamique à un tarif moyen de 110 € par nuit. L'économie, elle est assez nette versus le tarif public. On est sur 20 € en moyenne d'économie par nuit, sur un volume estimé sur ce client de 1000 nuitées, c'est donc 20 000 € d'économie. À cela, on va ajouter bien sûr les cas où le tarif dynamique qui varie. Le tarif dynamique peut être moins cher que le tarif statique, sur des périodes très creuses, par exemple dans l'hôtellerie, ça arrive. Et bien sûr, on ajoute l'ensemble des destinations sur lesquelles ce client va bénéficier de remises versus tarif public sur le chain discount. Alors en fait, cette proposition, elle a permis aux collaborateurs de ne pas être sanctionnés par la baisse de volume et par les difficultés de projection de ce client. Ces difficultés, aujourd'hui, on les retrouve dans beaucoup de discussions avec nos clients. Donc le manque de visibilité et la difficulté de s'engager, c'est des points qui sont constants et le tarif dynamique nous permet de pallier un petit peu à ces difficultés. Sur le bilan des RFP 2023, la part du tarif dynamique, elle a augmenté de 19 points par rapport à l'année dernière. Et on attend pour cette année une projection similaire, voire supérieure. Donc dans cette période, en fait, où les projections sont compliquées, et en fait, la seule certitude que l'on a aujourd'hui, c'est un peu l'incertitude. Le tarif dynamique, qui offre plus de choix et plus de disponibilité, nous permet cette réactivité, nous permet cette agilité et nous permet cette flexibilité. Donc si vous êtes prêts à passer sur un peu plus de dynamique, moi je vous attends pour en discuter par la suite. On a un stand et je suis présente toute la journée également. Je vous remercie. Merci Audrey. Merci à toi. Sur cette prochaine Quick Vision, on parlait de tarif dynamique et de la capacité aussi à innover. On reste sur la logique des prix. Là aussi, encore une fois, JBTA va innover puisque on n'aura pas la chance d'avoir Marc Villard d'Apartool qui soit présent avec nous, mais qui nous a fait une vidéo pour pouvoir exprimer sa vision sur le sujet. C'est aussi vous montrer que même au sein d'une masterclass, on arrive à faire du télétravail. Et donc, on va avoir, je laisse la régie lancer la vidéo de Marc Villard. Bonjour à tous, je suis Marc Villard, CEO et cofondateur d'Apartool. Bien évidemment, je ne suis pas la personne qui mieux parle français à Apartool, mais je voulais partager cette information de première main. La transparence des prix fait référence à la disponibilité d'informations claires et facilement accessibles sur les prix. Donc, que le client, en tout moment, connaisse l'information détaillée complète sur les tarifs, les frais et surtout les conditions associées à ces prix. Et il ne s'agit pas seulement d'une question de chiffres, mais aussi d'attente de qualité. Si on paye beaucoup pour quelque chose, donc on s'attend vraiment à que la qualité soit haute du produit. Et aussi dans le secteur de l'hébergement temporaire d'entreprise, c'est très différent au secteur immobilier. Donc dans le logement temporaire, il faut qu'il y ait aussi transparence dans tout ce qui le prix mensuel inclut. Donc l'eau, l'électricité, le nettoyage, mais aussi tous les acteurs de la chaîne de valeur, du propriétaire en passant par le gestionnaire jusqu'à la plateforme ou le responsable de la distribution.
Donc, nous avons détecté 5 implications principales de la transparence des prix dans le marché de l'hébergement temporaire corporatif. Et la première est bien évidemment la prise de décision éclairée. Donc, si le client a l'information correcte et transparente sur les tarifs et tout ce qui est inclus dedans, et même sont capables, avec les mêmes conditions, de pouvoir comparer avec différents fournisseurs, donc la prise de décision sera toujours la correcte ou au moins la plus éclairée du point de vue du client. La deuxième, c'est la dynamique concurrentielle du marché. Donc savoir tout ce qui est dedans, tout ce qui est inclus dans les prix, au niveau du nettoyage de l'eau, de l'électricité, des frais, des conditions annexées, des conditions d'annulation de paiement, donc effectivement tout ce qui est annexe au prix. Donc avoir accès à cette information donne cette dynamique concurrentielle du marché. Donc tous les fournisseurs offrent un peu les mêmes conditions ou au moins informent de tout ce qu'il y a derrière du prix. La troisième implication, c'est la confiance et la crédibilité. Donc si les fournisseurs donnent toute l'information du prix, bien effectivement le client a cette sensation que les prix sont cohérents. Et il a la sensation vraiment où vraiment il sait tout ce qu'il y a derrière, et cela donne une réputation et une crédibilité aux fournisseurs. Le quatrième point est la gestion des coûts. Donc cette transparence des prix aide beaucoup à la personne responsable de gérer la relocalisation des employés pour des projets, plusieurs personnes ou des relocalisations individuelles. Cette transparence aide à gérer efficacement le budget. Donc surtout qu'une fois le client va confirmer l'appartement temporaire, il n'y ait pas de surprise et des frais qui n'avaient été pas expliqués à l'avance. Et pour terminer, le cinquième point, et d'ailleurs le plus important, c'est la satisfaction du client. Donc comme on disait au tout début, si nous ne savons pas tout ce qui est derrière le prix, qu'il n'y a pas de transparence, et imaginons nous payons 5 000 € par mois pour un appartement dans une ville, on s'attend peut-être à un niveau de produits, d'appartements, de fournitures, etc., ou même de services, des nettoyages, du check-in, check-out, de tout ce qui est annexe. En payant autant, on s'attend à un service très top. Donc, si tout ce qui est derrière n'est pas bien expliqué, cela peut faire un peu un misunderstanding en tant qu'attente du service. Donc, la satisfaction est très importante dans ce cas et il est la conséquence surtout de la transparence de prix. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous voir très très bientôt. Merci. On reste sur des sujets d'hébergement, et peut-être un peu plus large que l'hébergement avec de l'adoption. Donc Charlotte Moreau, qui n'est pas du tout la personne présente sur la photo d'HRS, mais qui mieux que cette référence historique pour nous parler d'adoption. Charlotte, je te laisse la parole. Merci Julien. Oui, non, c'est pas moi sur la photo, pas encore. Tout le monde l'a reconnue, la Dame de Fer. Alors, je ne vais pas vous parler spécifiquement d'hôtel aujourd'hui, ni de Margaret Thatcher d'ailleurs. Je vais vous partager les bonnes pratiques, ce qu'ont mis en place des clients pour obtenir un niveau d'adoption qui parfois dépasse les 90%. Donc il y a des stratégies qui fonctionnent bien. Mais juste avant, pourquoi c'est important d'avoir une bonne adoption à son outil? C'est parce qu'en fait, c'est là que votre stratégie, tout ce que vous réfléchissez, tout ce que vous voulez mettre en place, les économies portées par le programme hôtel, la mesure de votre impact sur l'environnement, la sécurité de vos voyageurs et la satisfaction aussi des voyageurs. Donc elle va se voir, elle va se transmettre, elle va devenir très réelle si on réserve dans un outil. Alors comment fait-on?
D'abord, j'ai constaté que ce qui marchait bien, c'est quand les acheteurs n'y vont pas seuls. Il faut trouver les bons interlocuteurs en interne qui sont écoutés indéniablement, implacablement, et qui ont un intérêt à cette adoption. Parce que, en fait, cette adoption, elle va avoir un impact sur leurs objectifs et donc sur leurs bonus. La direction RSE. Donc la direction RSE, de ce que j'ai pu comprendre, elle ne travaille pas seule, elle ne peut pas travailler seule. Elle s'appuie sur vous pour mettre en place des mesures qui vont lui permettre à elle d'atteindre ces objectifs qui sont pour le moins ambitieux. Comme par exemple la mesure de l'empreinte carbone, donc ça c'est le lien avec le voyage d'affaires. Et en fait, sans vos reporting, sans vos plans d'action, les objectifs ne sont ni mesurés, ni déclarés, ni atteints. Donc la direction RSE, elle a besoin de vous. Utilisez-la comme porte-voix, comme sponsor, comme prétexte pour encourager l'adoption auprès des voyageurs. What's in it for them? Pardon pour l'anglicisme. Du reporting, la conformité à la stratégie d'entreprise au sens large, des démarches auditées, labellisées, standards, internationales, du concret. L'autre intérêt aussi, c'est leur rémunération. 72% des grandes entreprises intègrent la direction de la RSE au COMEX. 20% des bonus des directeurs sont indexés sur la gestion des ressources humaines dont la RSE fait partie. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, si on a, enfin pas aujourd'hui, mais demain, si on n'est pas en mesure de déclarer son scope 3, on encourt une pénalité, près 20 000 €. Il est question de passer cette pénalité à 2% du chiffre d'affaires de la société, ce qui représente une somme. Donc moi, je vois plutôt un bon soutien au niveau de la direction RSE. Deuxième soutien, la sécurité. Donc toute société se doit d'assurer la sécurité de ses collaborateurs et de sa donnée. Donc côté devoir de vigilance, pourquoi l'adoption est-elle importante? Parce que on peut localiser son voyageur, on sait où il est, on peut le contacter de manière précise. On sait où il est de manière précise et on peut le contacter et au besoin le rapatrier. Et parce que votre programme hôtel, il prend en compte ces dimensions de sécurité. Vous avez déjà identifié les hôtels qui sont dans des espaces, dans des zones. Sécurité, c'est votre recommandation pour assurer la sécurité des voyageurs. Parce que c'est dans l'outil que le voyageur va voir vos recommandations et va aussi avoir des indicateurs sur le niveau de sécurité de la destination. Et d'autant plus que cet outil, il est quand même souvent connecté à votre partenaire sécurité. Donc meilleure est l'adoption, meilleure est la conformité au devoir de vigilance, et c'est quand même quelque chose qui est clé pour les services sécurité. Et ils sont écoutés, eux aussi. Pareil, indéniablement. En plus, ils sont rattachés à la direction au COMEX, pardon. La sécurité des données. Donc, pourquoi l'adoption est importante au niveau de la sécurité des données? D'abord parce que la cybercriminalité a triplé depuis 2 ans. C'est une sérieuse menace. Les cyberattaques se sont multipliées et touchent tous les secteurs, publics, privés. Quand un voyageur réserve dans l'outil, ses données sont protégées. Les données de paiement sont cryptées, ces données de profil sont régies par la loi RGPD. On est dans un cadre, je dirais, sécuritaire. Et en fait, souvent, faut que je me dépêche, souvent, les achats, vous faites appel au service sécurité pour rédiger les appels d'offres et pour analyser aussi les offres des fournisseurs. Mais en fait, ils vont vous accompagner tout au long du contrat. Utilisez-les tout au long du contrat. Parce que leur intérêt, c'est la maîtrise du risque. Et c'est là leur intérêt à eux. Et donc, ils atteindront aussi leurs objectifs par rapport à cette maîtrise des risques. Il faut que j'arrête là. Merci. Merci. Donc, voilà. Donc, vous seriez étonnés par les résultats. Plus de 90% d'adoption sur l'hôtel. Et ça, c'est du concret. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Charlotte nous a mentionné la partie RSE comme levier d'adoption. On va aussi continuer sur ce registre-là avec Philippe Chausson de Carlson Wagonlit, CWT, qui lui va nous parler des plans d'action, des mesures plus concrètes pour travailler sur ces sujets de RSE. Ça marche bien, on m'entend bien, parfait. Bonjour, donc on a 5 minutes pour parler du coup des mesures et des plans d'action que vous pouvez prendre pour décarboner votre programme voyage. Mais avant de faire ça, je voulais juste qu'on fasse un petit détour par le secteur aérien pour voir ce que lui nous propose en termes de décarbonation, et juste pour qu'on sache quel levier on va pouvoir utiliser. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est qu'on parle beaucoup de SAF. Donc le secteur aérien a 2 leviers principaux. Il a le SAF et il a les nouveaux avions, une rupture technologique au niveau des avions. Du point de vue SAF, ça pèse aujourd'hui pas grand-chose. On est à 0,1% de ce qui est consommé. Et que ce soit de manière incitative aux US ou que ce soit de manière contraignante en Europe, on ne va pas avoir beaucoup de SAF d'ici 2030. Et je ne parle même pas après. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le SAF, quand on parle de prendre des mesures là maintenant, on ne peut pas vraiment s'attendre au SAF ou compter sur le SAF pour décarboner son voyage. Pareil, d'un point de vue rupture technologique, on parle beaucoup d'avions à hydrogène, etc. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. De l'aveu même d'Airbus et de Boeing, ils s'attendent à aucune rupture technologique importante avant une décennie pour peut-être des mises en route, mais à utiliser de manière massive, ce n'est pas avant plusieurs décennies probablement. Donc là aussi, on ne peut pas s'attendre aux ruptures technologiques et compter là-dessus pour vraiment décarboner son programme voyage. Ce qui veut dire que ça nous laisse avec un gain qui est lié en fait à l'amélioration de l'intensité carbone, à l'optimisation de l'intensité carbone, qui est lié au fait au renouvellement des flottes, puisqu'il y a quand même des avions qui sont mieux aujourd'hui que ce qui était avant. Et ce gain, il est estimé à 1 à 2% par an, ce qui est donc très faible. Hein. C'est seulement là-dessus qu'on peut compter aujourd'hui quand on prend des mesures. Donc si on en vient justement au levier que vous pouvez utiliser, en fait, vous avez 2 types de leviers. Vous avez des leviers qui sont liés à l'optimisation. Là, ce que je vais vous proposer là, c'est un chemin, c'est une méthode, il y en a d'autres, hein, mais c'est une méthode qui consiste en fait à identifier tous les leviers qui peuvent générer de la décarbonation chez vous, de mesurer l'impact que ça peut avoir en termes de décarbonation, et ensuite de les combiner les uns avec les autres pour faire un plan à 5 ans, 7 ans, et pour atteindre vos objectifs de décarbonation d'ici 2030. Donc si on prend le premier groupe de leviers, on parle de levier d'optimisation. Donc là, c'est en gros à périmètre constant. Est-ce que j'ai une réduction d'émissions de CO2 que je peux viser? Donc bon, vous les connaissez pour la plupart. Il n'y a rien de bien nouveau. Peut-être simplement mentionner que évidemment le passage pour la partie aérienne sur le court courrier au rail va générer beaucoup d'économies de CO2. Un autre, et ça a été abordé déjà ce matin, privilégier la classe éco. En fait, en termes de comptabilité CO2, un vol éco, c'est 2 fois moins qu'un vol business. Bien évidemment qu'il y a une poche ici, sauf qu'en même temps, vous touchez là au bien-être de vos voyageurs, vous touchez à leur performance à l'arrivée. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais ça s'étudie un peu dans le détail. Et puis, Fanny en a parlé aussi ce matin, privilégier les vols directs, c'est important, ça permet de réduire les émissions. Donc là, vous avez une série de leviers d'optimisation. En parallèle de ça, il faut aller regarder maintenant comment est-ce que vous pouvez gérer la demande, comment est-ce que vous pouvez contraindre. On parlait tout à l'heure de contraintes dans les politiques voyage. En fait, la contrainte, elle peut être assez mal perçue. Vous avez un rôle aujourd'hui, vous devez aussi accompagner le business, et le business, il a parfois besoin de voyager. Donc le premier enjeu, c'est bien évidemment de sensibiliser les équipes. J'ai trouvé l'exemple de PwC cité par Fanny tout à l'heure, génial. Le fait de dire on va travailler avec les équipes pour voir comment est-ce qu'elles peuvent faire de l'émulation pour réduire leurs émissions, c'est super. Il y a besoin de les embarquer dans le process, il y a besoin d'identifier avec eux qu'est-ce qui est vraiment nécessaire comme voyage. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi penser à définir des plafonds en fait, par individu. Aujourd'hui, ça paraît assez incroyable de se dire qu'il y a des gens qui ont pu à certains moments faire 1 million de miles dans l'année, qui faisaient des tours du monde à foison. C'est juste, même ne serait-ce que d'un point de vue santé voyageur, c'est quelque chose d'incroyable et probablement qui n'est pas souhaitable aujourd'hui. Donc vous avez aussi peut-être, avec certaines BU dont il y a des voyageurs très fréquents,
à imaginer un plafond de voyage interconti. Une fois que vous avez fait ça, une fois que le voyage est décidé comme étant nécessaire, alors, on en a parlé aussi, vous pouvez envisager des mesures incitatives au point de vente, ce qu'on appelle au point de vente. Donc, dans les OBT, aller donner des indications sur ce que ça représente en termes de CO2, est-ce que ça va être impactant ou pas. Vous avez ensuite la possibilité aussi de carrément dire on va supprimer les allers-retours journée. Là aussi, il faut travailler avec le business parce que vous allez devoir avoir des dérogations, mais c'est une mesure qui a beaucoup de sens et qui peut être intéressante aujourd'hui, surtout vu la technologie dont on dispose. Et puis, les deux dernières mesures qui sont importantes, c'est l'établissement d'un budget de CO2 qui a un gros enjeu, et puis la mise en place d'une taxe carbone. Donc là encore, évaluer l'ensemble de ces leviers, combiner-les et déterminer un plan d'action pour vous sur les 5 à 7 ans à venir pour atteindre vos objectifs d'ici 2030 et participer aux réalisations des objectifs de 30. Merci Philippe, merci. Je vais inviter Anne-Sophie Woutrich de Navan, puisque quand on échange sur les leviers RSE, ça se fait aussi quand on a une donnée de qualité et donc un reporting complet. Anne-Sophie. Bonjour à tous, merci d'être là. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie avant la prochaine pause. Donc effectivement, on a 5 minutes pour parler ensemble de la valeur ajoutée du reporting fourni par la TMC. Alors finalement, on va reprendre un certain nombre de sujets dont on a déjà parlé ce matin. Avant même de rentrer dans le vif des notions de reporting, il y a une notion préliminaire sur laquelle je voulais revenir, c'est la notion de partenariat entre le client et sa TMC. On parlait du leakage tout à l'heure. On sait un peu que le leakage, c'est la bête noire ici, parce que finalement, avoir du reporting de ma TMC, c'est super, mais si ce reporting il me permet d'analyser uniquement 50% de mon budget voyage, la valeur ajoutée va être très limitée. Donc c'est vraiment essentiel qu'on travaille main dans la main entre le client et sa TMC, de façon à ce que la valeur ajoutée de la TMC, elle puisse intervenir sur l'intégralité du budget voyage. Pour nous, la valeur ajoutée du reporting de la TMC, finalement, elle va intervenir sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est le pilier économique, et c'est effectivement un peu un sujet historique quand on parle de reporting et de TMC. Louis-Xavier, tu en parlais tout à l'heure, effectivement, on parle depuis plusieurs années avec nos clients des notions d'économie, de savings, donc avoir du reporting de la part de la TMC, ça va me permettre d'avoir une meilleure visibilité sur mes dépenses voyage, quelles sont mes routes principales, quelle est la répartition de mon budget voyage en fonction des produits, quels sont mes services, mes voyageurs qui se déplacent le plus. Ça va me permettre, cette visibilité sur mon budget voyage, elle va me permettre de mieux maîtriser mon budget voyage et éventuellement de mettre en place des plans d'action de façon à générer des savings ou du moins à piloter mon budget voyage. Si on veut aller un peu plus loin sur la notion de visibilité, il y a une notion également de visibilité en temps réel. On a fait le choix de donner la visibilité en temps réel à nos clients sur leurs données de reporting de façon à ce qu'ils puissent au quotidien suivre leur budget voyage, suivre leurs dépenses et piloter. On n'a plus besoin d'attendre le meeting de business review trimestre par trimestre avec son account manager pour recevoir des reportings. La deuxième valeur ajoutée du reporting de la TMC, ça va également intervenir sur des notions de conformité, de compliance à la politique voyage. On a parlé également de conformité tout à l'heure. Je pense que toutes les sociétés dans la salle ont effectivement une politique voyage en place, des règles qui régissent le cadre de vos déplacements professionnels. Avec un bon reporting, je vais pouvoir analyser la conformité à ma politique voyage. Quels sont les types de déplacements qui sont non conformes? Quelles sont les principales raisons de non-conformité? Est-ce que la non-conformité, ça vient toujours d'un service, d'une même typologie de voyageurs? Et encore une fois, le fait d'avoir du reporting sur les notions de politique voyage et de conformité, ça va me permettre, si besoin, eh bien, d'en tirer des conclusions, de mettre en place des plans d'action et d'agir. Et puis, le troisième volet sur lequel on voulait illustrer la valeur ajoutée du reporting de la TMC, c'est même 2 sujets, c'est les notions de RSE et de sécurité.
Il est à peu près 11h du matin et on a déjà énormément parlé de TMC. Avoir du reporting de la TMC, c'est plus uniquement sur les aspects de saving, de gestion des économies et de pilotage du budget voyage, c'est aussi énormément sur les notions de RSE. Donc le reporting de ma TMC, il va me permettre d'avoir de la visibilité sur mon empreinte carbone. L'empreinte carbone d'un déplacement, d'un voyageur et encore une fois, si besoin, d'en tirer des conclusions et de mettre en place des mesures concrètes. On a notamment des outils Train versus Plane qui vont permettre de rediriger nos voyageurs sur du rail plutôt que de l'air sur certaines routes. Donc le fait d'avoir du reporting de ma TMC sur ce type de sujet, ça va me permettre de savoir que voilà, sur une année, j'ai X voyages sur la ligne Paris-Bordeaux en avion, je vais basculer sur du train sur ce sujet-là. Donc RSE, voilà, je pense que ça va être un des thèmes récurrents aujourd'hui, mais le reporting de ma TMC, il va me permettre de piloter mes notions liées à la RSE. Et puis on a également parlé aussi de sécurité, avoir du reporting de la part de la TMC avec des outils de traveler tracking, ça va me permettre de savoir en temps réel où sont mes collaborateurs dans le monde, où est-ce qu'ils sont en déplacement. Et malheureusement, on l'a vu de façon assez régulière ces derniers temps, c'est une notion qui est de plus en plus importante pour les personnes qui ont la casquette sécurité dans les entreprises. Le fait de savoir où sont mes collaborateurs en temps réel, ça va me permettre d'agir si jamais il y a besoin. Et pour conclure, finalement, on a parlé, voilà, la TMC me donne des outils, mais finalement, ces outils me permettent d'agir et sont un vrai outil d'aide à la décision. Et c'est ça, finalement, la vraie valeur du reporting de la TMC. Ça me permet de prendre des décisions en fonction des résultats. Merci Anne-Sophie. On finit les Quick Vision avec Rebecca Xeri de CDS Group, si tu veux, Elisabeth. Rebecca va nous rappeler qu'on n'évolue pas outil par outil, mais qu'on évolue dans un écosystème complexe. Et donc, elle va nous parler des enjeux d'intégration dans ces écosystèmes. Bonjour à tous, Rebecca Xeri, CDS Group. Je suis enchantée aujourd'hui et ravie de partager un sujet ou au moins une coopération avec vous sur le sujet de l'intégration et l'affichage du contenu hôtel dans les OBT. Alors l'intégration, effectivement, c'est l'intégration de vos tarifs négociés dans les SBT, dans les OBT, et l'affichage pour qu'il soit optimal ou en tout cas en accord avec ce que vous avez négocié. Alors c'est un réel enjeu pour vous, pour mieux appliquer le taux d'adoption, pour avoir un meilleur taux d'adoption et une satisfaction des collaborateurs. Alors quand on parle OBT, SBT, on entend tout de suite arrêt Travel-Do et NDC aujourd'hui. En revanche, il n'y a pas que le transport aérien. Le contenu hôtel aujourd'hui ou la dépense hôtel, le pilotage de votre programme hôtelier, aujourd'hui représente 25 à 30% de votre dépense totale. Elle n'est donc pas à négliger. Alors, si je reviens un petit peu sur tout ce qui est besoin historique, qui dit historique ne veut pas dire que les besoins ne sont plus aujourd'hui d'actualité. En revanche, on parlait avant seulement d'intégration programme hébergement. En effet, il y a un réel enjeu aussi. Vous passez beaucoup de temps, vous, en tant qu'acheteur, à négocier vos tarifs auprès de vos fournisseurs hôteliers. Il faut faire attention à que ces tarifs soient bien applicables et présents dans les outils SBT. Aujourd'hui, on note encore une disparité entre ce que vous négociez et ce qui est présent dans l'outil. On parlait aussi avant beaucoup de filtres par étoile. Alors attention là aussi, au sein de votre entreprise, il y a tellement de règles que des fois l'entreprise peut être son propre ennemi et ne plus voir sa politique voyage intégrée dans son outil. Et les recherches dynamiques aussi, c'est un réel enjeu. Entre le lancement du cahier des charges ou de l'appel d'offres et l'exécution et le lancement du projet, il peut passer 6 mois. En 6 mois, une société, elle a grandi, elle a des nouveaux sites de production, elle a fait l'acquisition d'une nouvelle société et il faut que cette recherche dynamique, en tout cas, les nouveaux sites de production, par exemple, soient toujours intégrés dans l'outil. Alors aujourd'hui, on parle de nouveaux critères. On a le critère aussi RSE qu'on voit de plus en plus intégrer les cahiers des charges et les appels d'offres. Donc on a tous les accès pour les personnes à mobilité réduite par chambre via un filtre. On a les filtres par hôtel écolabellisés. On intègre aussi les bornes électriques, à savoir que les personnes itinérantes qui se déplacent avec des véhicules hybrides
doivent s'assurer qu'il y ait des bornes électriques au sein des établissements hôteliers. Et les labels. Alors il y a un réel sujet avec les labels, c'est qu'on a le label AllSafe par exemple chez Accor, on a le label qui est fait avec B&B, qui utilise Socotec pour la certification, on a le label She Travel pour la sécurité, mais aujourd'hui on n'a pas de réelle uniformisation, standardisation au niveau des labels RSE. Donc c'est là aussi il faut qu'on travaille, on va travailler tous ensemble. On a au niveau de la restauration, les soirées étapes, les prestations associées, les petits déjeuners ou autres sont aussi des besoins qu'on voit de plus en plus. Et là, il faut dire que la restauration ou la ligne de produits, c'est de la responsabilité côté hôtel. SBT, HBT, on n'est que des distributeurs d'informations. Mais là-dessus, c'est à travailler avec les hôteliers pour avoir une meilleure information qui remonte et mieux vous la transmettre de manière sur les outils. On a tout ce qui est affichage de plus en plus, donc effectivement qui vont permettre un meilleur taux d'adoption. On a les avis voyageurs, on demande souvent les avis booking.com par exemple, mais les avis vont être différents entre un client loisir et un client business travel. On a les fils par typologie et les visuels qui sont de plus en plus importants de toute façon, quel que soit l'achat, on aime bien voir ce qu'on va consommer. Et ensuite, les offres alternatives, les lieux de partage, les Airbnb, les espaces de coworking ou encore les cuisines partagées qui sont lancées par certaines chaînes de location d'appartements qui permettent encore de s'ouvrir et de penser différemment son voyage et toujours dans le partage et post-Covid, je pense que c'est important. Tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs critères et que seul, on ne peut pas aller très loin en fait. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la vision, c'est de dire que souvent, l'agence de voyage est le trait d'union entre l'entreprise et les outils. Mais si demain, on essayait de créer des ateliers ensemble avec les HBT tous ensemble, les SBT, les hôteliers et les entreprises avec les agences de voyage, je pense qu'on peut essayer d'avoir le bon contenu de la part des hôteliers pour mieux le transmettre côté SBT, les HBT travailler avec les hôteliers et pouvoir créer une quick vision, mais ensemble. Merci. Au cours des Quick Vision, j'avais pris quelques notes pour vous faire une petite conclusion de 5 minutes. A priori, on les a pas, les 5 minutes. Donc du coup, je vais adapter les quelques notes que j'ai prises comme ça à la volée pour vous faire une conclusion d'1 minute avant de vous libérer sur une pause. Ce que je retiens en fait de tout ce qu'on a vu, si je suis très critique, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément grand-chose de nouveau sous le soleil. Pour autant, il y a quelque chose de très important, c'est que jusque-là, j'avais un peu le sentiment, et peut-être moi le premier en tant que consultant quand on accompagne nos clients, mais qu'on pousse beaucoup les entreprises à travailler les sujets de manière un peu individuelle. Tout ce qu'on a vu là aujourd'hui, que ce soit autant pour traiter des enjeux financiers que pour traiter des enjeux législatifs et RSE demain et déjà dès aujourd'hui, il va falloir travailler ensemble. Il faut travailler ensemble avec ses fournisseurs, donc ça nécessite aussi d'avoir confiance dans ses fournisseurs, on a parlé de transparence, ça nécessite de l'exigence, ça nécessite aussi la capacité à s'ouvrir à ses fournisseurs. Je sais qu'en tant qu'acheteur, c'est pas évident d'être très transparent avec ses fournisseurs, puisqu'on est ce jeu de la concurrence et qu'on sait jamais trop où mettre le curseur. Bah, ça aussi, c'est un point, je pense que c'est peut-être la nouvelle donne, on parlait de New Normal tout à l'heure, c'est peut-être une nouveauté aussi, et travailler plus en confiance, en transparence avec ses fournisseurs, parce qu'ils peuvent apporter beaucoup plus à mon avis que ce qu'ils donnent parfois aujourd'hui, juste parce qu'on les sollicite pas. Donc ça c'était le dernier point. Après, c'est un peu aussi un fer de lance, mais ça revient tout le temps. Qu'on parle de RSE, qu'on parle de prix, qu'on parle d'adoption, etc. Ça nécessite de la data, ça nécessite de la data de qualité. Quelle qu'en soit la source, il faudra vraiment travailler là aussi avec vos fournisseurs pour identifier la data qui vous convient le mieux en fonction de vos objectifs. La slide de Philippe était assez bien faite. On n'oublie pas la partie target, la partie objectif. Si on commence à faire quelque chose et qu'on ne se met pas d'objectif, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a un autre élément du coup que je vous avais pas cité dans cette partie-là, mais je pense qu'il peut vraiment être intéressant. C'est que dans toutes les interventions qu'on a eues ce matin, on a eu ce côté aussi
c'est même pas une question de nouvelle génération, c'est une nouvelle population qui a des habitudes différentes, qui a des façons de travailler différentes, etc. Ça veut dire aussi que nous, on peut peut-être retravailler. Il y a quelque chose qui se faisait dans le temps et qui était de donner des budgets. On travaillait en mode budget, c'est-à-dire que chaque business unit, chaque direction pouvait avoir ses propres budgets. Ça a été beaucoup abandonné parce qu'à un moment, on avait besoin aussi de standardiser une politique voyage au niveau d'un groupe, au niveau d'une société ou au niveau d'un groupe même mondial. Là, il y a aujourd'hui une autre tendance qui peut s'initier, qui est d'avoir plus de responsabilités aussi au niveau de ces voyageurs. Je pense qu'on a des populations aujourd'hui qui ont tellement maintenant l'habitude d'avoir des outils digitaux et avec lesquels c'est facile pour eux de travailler avec des outils digitaux, que les responsabiliser sur le respect de la politique voyage, ça c'est évidemment aidé par les outils que vous leur mettez à disposition, mais aussi sur la raison même de leur déplacement. Pré-Covid, on avait beaucoup de déplacements où on pouvait aller sur un même lieu à 2-3 personnes et on s'apercevait en fait qu'il y avait soit un objectif de valorisation des collaborateurs, soit juste un objectif de on le faisait comme ça et ça se faisait comme ça et on avait des budgets pour le faire. Aujourd'hui, on voit plutôt des déplacements avec une personne et une autre ou une tierce personne qui vont intervenir de manière un peu spot, peut-être en visio parce qu'on peut le faire différemment. Mais je pense que les responsabiliser sur la raison même de leur déplacement, ça va travailler aussi sur la partie RSE, sur la partie financière. Et puis dans le RSE, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, on parle beaucoup de la partie donc la partie économique, la partie sociétale, la partie vraiment confort du voyageur et bien-être de nos employés. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on sous-estime et c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur cette partie-là. Donc encore une fois, ce que j'apprécie moi beaucoup dans ces Quick Vision et je serais ravi d'échanger avec vous sur le sujet, c'est qu'on a à la fois la capacité à prendre un peu de recul, à la fois des actions très concrètes. Je voyais à un moment plein de téléphones qui se levaient et donc je me suis dit que la slide devait être bien pensée et sûrement très réutilisée immédiatement. Et tout ça en réinsistant bien sur le fait que aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas le cas avant, mais peut-être dans une dimension un petit peu différente. Aujourd'hui, le métier d'acheteur, et du coup la réciproque est vraie côté fournisseur, n'a de sens que si vous travaillez avec les autres directions et n'a de sens que si vous allez chercher les partenaires qui sont écoutés du COMEX. La RSE, effectivement, tout le monde en parle. Je ne sais pas comment c'est dans vos sociétés, mais chez nos clients, ils n'ont pas de budget. Donc ils ont des difficultés quand même à travailler. Par contre, si vous travaillez avec eux, vous les valorisez et eux vous aident. La sécurité, ils ont des budgets, mais vous pouvez aller chercher leur écoute et travailler avec eux. Donc voilà un peu pour ces conclusions. Merci beaucoup. Et puis du coup, on va juste pour revenir sur le programme de tout à l'heure, on va retravailler sur 2 groupes. On aura après la pause 30 minutes de pause qui nous attendent. On va avoir une partie benchmark acheteur sur la partie visibilité de l'acheteur en interne, les best practices, et puis une réflexion entre fournisseurs sur comment vendre sa valeur. Donc les fournisseurs, c'est ici. La partie acheteur, ce sera au rez-de-chaussée en salle Vallée. Merci beaucoup.